Une bouffée de chaleur qui envahit le corps, les mains moites, la respiration qui s'accélère, l'impression de perdre le contrôle. Qui n'a jamais ressenti ces moments d'angoisse? Le pire, c'est que plus on essaie de se raisonner, plus on vous dit ce n'est rien, ça va passer, plus l'effet est opposé. Selon la Haute Autorité de Santé, l'HAS, plus de 10 millions de Français souffrent de troubles anxieux. Phobie, obsession, pulsion, attaques de panique. Et parmi eux, près de 6 millions vivront au moins une crise de panique au cours de leur vie. Une anxiété pathologique qui peut vraiment vous gâcher le quotidien. Alors quels sont les mécanismes de cette peur? Pourquoi certains en souffrent et d'autres pas? Quelle attitude avoir quand on sent monter cette angoisse? Et peut-on en guérir facilement? Pour y répondre, notre invité, le docteur Philippe Prel, psychothérapeute et auteur de Guérir de vos angoisses en 6 séances, aux éditions Robert Laffont. Je suis Margot Defrouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Philippe Prel, bonjour. Bonjour. Alors, on évoquait angoisse, attaque de panique, phobie. En fait, de quoi parle-t-on? Parce que est-ce que tous ces mots sont synonymes et interchangeables? Disons, ils ont des choses en commun. La première, c'est la peur. La deuxième, c'est que c'est des peurs imaginaires. Et la troisième, c'est que ce sont des peurs insupportables. Et c'est pour ça que les gens consultent. Après, ce sont des différentes expressions de la peur. Soit on a peur de tout, dans une anxiété généralisée, soit on fait des crises d'angoisse, dans les crises de panique. Et donc c'est des synonymes, il y a un degré de puissance. La phobie, c'est plus fort que tout. Comment ça marche? Non, on ne peut pas dire qu'il y a des degrés de puissance parce que je dirais il y a des petits paniqueurs, des méga paniqueurs. Il y a des gens qui font des anxiétés généralisées qui sortent plus de chez eux. Il y a des gens qui ont des grandes phobies qui n'iront pas voyager dans les tropiques ou dans les maisons de campagne parce qu'il y a les araignées. On voit tous les niveaux. Et ça va se traduire comment cliniquement? C'est quels symptômes? Cliniquement, les gens viennent nous consulter parce que ça les paralyse, ça les empêche de faire ce qu'ils veulent. Mais oui, sinon les signes que vous avez décrits sont bien ceux de l'angoisse. Donc des troubles digestifs, boule au ventre, la peau, sueur, palpitations, transpiration, vertige, sensation d'irréalité, etc. Et finalement, au bout de tout ça, la peur de mourir. Alors en fait, vous en parlez parce que vous êtes connaisseur, vous en parlez en connaissance de cause, parce que vous avez vous-même souffert de toutes ces phobies, angoisses, anxiétés. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était dans votre jeunesse? C'était quand? C'était pendant le début de mes études de médecine, et en fait, je me souviens très bien de la première fois, une crise de panique. J'avais ouvert une boîte de conserve et une drôle d'odeur s'était échappée. Je me suis dit: «Ah, c'est du botulisme», donc une supposition et paf, ça m'a déclenché une crise de panique absolument terrible. J'ai couru à l'hôpital, c'était ma première crise et après j'en ai fait plusieurs et puis, ça a duré un certain temps et j'ai vécu le drame que vivent beaucoup de gens finalement, ça dure longtemps. Un paniqueur doit avoir, en moyenne, enfin 70% des paniqueurs doivent voir plus de 10 médecins avant que le diagnostic ne soit posé et ça va durer 4 à 5 ans et pour ma part, j'ai fait 5 ans d'analyse pour rien, beaucoup de recherches pour finalement arriver à guérir, avec une thérapie comportementale et cognitive. Ça doit être difficile quand même de faire des études de médecine, d'être en permanence confronté à tous les malades et en même temps de soi-même de souffrir. On parle de pathologie ou on parle simplement d'inconfort? Bon, on parle de pathologie, c'est-à-dire d'un inconfort qui devient insupportable. Et donc Oui. on dit quoi comme pathologie? Moi, j'ai clairement Anxiété? vécu des crises de panique, Mmh. oui. Donc la moindre supposition sur ma santé me faisait faire, des survoltages importants et j'avais tous les symptômes. Donc il y avait une part d'hypocondrie? Absolument, Mmh. tout ça c'est similaire. Il D'accord, faut bien voir que derrière tous ces phénomènes, c'est la peur. d'accord. Hem, Comment ça fonctionne cette, mécanique pour les peurs? C'est uniquement dans la tête? Oui, alors là, il y a quelque chose qui est essentiel à comprendre et c'est ce que j'explique dans mon livre justement, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent me consulter pour cela maintenant. Maintenant, je suis guéri, donc je peux d'autant plus aider les gens. C'est qu'ils me disent: «Mais moi, ça fait longtemps que j'ai ça, j'ai fait des thérapies, j'ai vu plein de médecins et je suis toujours malade». Et beh, je sais même quelquefois, ils ont des explications à leurs angoisses, mais ils sont toujours angoissés. En fait, le problème, ça vient pas de notre histoire, c'est un bug. Et le bug, il s'explique comment? C'est que d'un côté, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre réel, imaginaire, fictionnel et virtuel. Alors ça, c'est très pratique pour, regarder un film, par exemple, parce qu'on est plongé dans le film, on oublie le réel, c'est génial. De l'autre côté, on a dans notre tête un système d'alerte
qui lui se déclenche à la moindre menace. Et dans ce cas-là, il nous injecte de l'adrénaline, ce qui nous permet de fuir ou attaquer. Alors par exemple, je me promène dans la rue, une trottinette me fonce dessus, et bien grâce à ce système, je reçois mon shoot d'adrénaline, je Mmh. m'écarte et je suis sauvé. Le problème, c'est que si je regarde votre émission, vous me parlez d'un nouveau médicament pour, guérir, de l'infarctus, je me dis: «Chouette» et puis j'ai une supposition: «Et si tu faisais un infarctus?» Et là, d'un seul coup, le système d'alerte perçoit ça comme une menace, m'envoie une décharge d'adrénaline et je fais une crise d'angoisse. Donc toutes nos suppositions peuvent provoquer des décharges d'adrénaline. Et dans votre livre, justement, alors est-ce que ça correspond à ça? Vous parlez beaucoup du monde intérieur, de son monde intérieur, c'est quoi? Bah, le monde intérieur, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour dire aux gens, finalement, tout votre vécu se passe dans votre tête. Et vous savez très bien, regardez tout ce qui se passe dans votre tête. Vous savez toute votre histoire, ce que vous avez imaginé, lu, vécu, et cetera. C'est votre monde intérieur. Et c'est dans votre monde intérieur que naissent toutes ces suppositions. Ben, si je me plante, si je réussis pas ça, si j'ai un infarctus, si j'attrape le sida, et si mon enfant se fait écraser, enfin toutes nos suppositions qui nous génèrent des angoisses. Mmh. Tout ça se passe dans votre monde intérieur. Et c'est dans votre monde intérieur qu'on va pouvoir trouver des solutions. Et dans ce cas, on dit souvent, «Ah mais ça doit être, ce que tu as vécu dans ton enfance, ton histoire familiale». C'est un poncif ou c'est fondé Il faut aller scientifiquement? t'allonger. Ouais. Alors, en fait, c'est faux, pour une raison simple, c'est le bug que je vous ai expliqué et ça, c'est le l'interconnexion entre un système, un cerveau qui ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire et puis notre système d'alarme qui va se déclencher. Bon ça se soigne par des thérapies comportementales. Mais en revanche, votre passé peut avoir une influence parce qu'il va rendre vos détecteurs d'alerte plus sensibles et là, vous allez déclencher plus facilement. Du reste, souvent les paniqueurs, on les emmène en effet d'artifice, on les voit qu'ils sursautent, on leur touche l'épaule, ils sursautent aussi, ils sont plus C'est sensibles un que les état de autres. vigilance un peu permanent? C'est un état de vigilance permanent, tout à fait. Alors là, si effectivement on trouve dans le passé des traumatismes, des maltraitances, là il faut les traiter avec des méthodes adaptées, soit des thérapies comportementales ou cognitives, ou bien de l'EMDR par exemple. Vous pouvez nous détailler un peu, ces C'est quoi TCC ces et le choses-là? MDR? Ouais. Bah, le MDR, c'est une thérapie qui a été mise au point dans les années 90, par le professeur Shapiro. Elle est connue dans le sens où c'est la thérapie dans laquelle on fait bouger les yeux Mmh. des gens. Elle permet de rompre la différence entre un mauvais souvenir et un traumatisme. C'est le mauvais souvenir, quand vous y pensez, bah, c'est douloureux, mais quand vous n'y pensez pas, ça vous fait rien. Tandis que le traumatisme, quand vous n'y pensez pas, il vous injecte quand même des émotions du passé dans le présent. Et c'est ça qui est traumatique. Eh bien, le MDR coupe cette relation entre émotion et le passé. Et les thérapies cognitivo-comportementales que vous évoquiez, ça consiste en quoi très concrètement une séance? Bah, très concrètement, ça va être, comportemental, c'est-à-dire qu'on va partir des situations qui sont perturbées par le traumatisme et on montre qu'on peut les vivre autrement. Je Sur ce plan, il y a nous avons eu une expérience grandeur nature le 11 septembre, 2001 et là, avec les Américains qui sont des grands spécialistes des études, on a beaucoup étudié les traumatismes avec des milliers de cas et c'est là qu'on a vu que les grandes thérapies qui marchaient dans les traumatismes, c'était les TCC et le MDR. Donc par exemple, vous avez, eu un accident d'avion ou de train et ça vous traumatise et là vous retravaillez la situation et vous dites, «Ça va bien se passer parce que» enfin, comment ça marche? Ah oui, alors enfin si vous avez un vécu traumatique, dans ces cas-là où on peut traiter le traumatisme, mais on peut aussi, au moment présent, avoir une approche comportementale et là, changer notre vécu intérieur et c'est là que les approches comme, ACT avec la diffusion sont tout à fait intéressantes. Alors justement, on va venir un petit peu à ce que vous proposez, parce que là, on se dit, voilà, vous fait une psychanalyse pendant 5 ans, ça n'a rien donné. Et Mmh. en fait, aujourd'hui, vous dites, en quelques 6 séances, on va régler le problème. Donc, vous proposez une autothérapie en 6 étapes, et vous commencez en fait par dire, il faut comprendre ce qui vous arrive. Donc, c'est-à-dire, en fin de compte, quel est le fonctionnement de votre bug, c'est ça? Oui, comprendre la notion de bug de la peur que je vous ai expliqué et ça, c'est fondamental à comprendre parce que les gens se rendent compte d'un seul coup que tous leurs efforts pour chercher une cause à leur peur ne sert à rien, ni dans leur passé, ni dans leur santé, Un et cetera. exemple, par exemple? Bah, les gens, que je rencontre, ils ont cherché à comprendre, ce qui leur arrive pendant 10 ans, 20 ans. Moi, je vois même des gens de 60 ans qui viennent voir, qui me disent: «Moi, je suis toujours paniqueur, je suis toujours angoissé» et voilà. Pourquoi pas? Pour les araignées, pour prendre l'avion, Par pour plein de exemple, trucs, quoi. oui, oui, même pour tout dans leur vie. Je vois des gens qui ont des vies très rétrécies à force de ne pas sortir de chez eux et pour qui c'est un supplice de venir au cabinet. Oui, tout à fait.
Et comment on fait justement pour diminuer, cette tension nerveuse pour moins, alarmer les détecteurs d'alerte? Voilà. Alors c'est la chose qui est essentielle à comprendre et c'est que, en fait, à chaque fois que que vous déclenchez une panique, une peur, une angoisse, votre cerveau fusionne avec votre supposition, avec ce qui vous fait peur et donc il ne voit plus que ça et donc vous avez des décharges d'adrénaline qui vous donnent des symptômes d'angoisse. Ce qu'on va apprendre aux patients, c'est à défusionner de sa peur et l'une des façons de défusionner, par exemple, c'est de donner un nom à sa peur. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'exemple: «Et si je faisais un infarctus?» Eh bien, là, ça tout de suite, mon cerveau fusionne, m'envoie de l'adrénaline et ça il perçoit ça comme menaçant. Et si je défusionne, je vais dire: «Ah salut infarctus, ça fait plaisir de te voir. Tu viens me voir toutes les semaines depuis le temps, je suis toujours là. Tu es un infarctus vraiment sympa, bon, c'est formidable». Et quand je parle comme ça dans mon monde intérieur à infarctus, mon détecteur d'alerte ne perçoit plus la menace. Donc il arrête d'envoyer de l'adrénaline et c'est terminé. Voilà. Et donc c'est une façon, la diffusion et on peut l'appliquer, avec mes patients, je les entraîne, à toutes sortes de peurs. Ça marche pour tout? Ah oui, absolument. C'est vraiment on s'entraîne, on a de l'imagination, mais je les habitue à donner des noms à toutes sortes. L'agoraphobie, la claustrophobie, tout ça? Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. Et alors on peut même s'en servir au quotidien très facilement quand on a peur. Moi, je vous donne un exemple, j'aime pas le noir. Bon, comme beaucoup de gens, j'aime pas les zones sombres. Et si je dois aller chercher du vin à la cave, bah, je vais diffusionner. Donc je vais dire à Dracula: «Eh viens avec moi, on va choisir un vin tous les 2. Et puis je parle avec Dracula. Du coup, moi mon détecteur d'alerte, il est cool, il se dit: «Ah ouais, Dracula, c'est un copain. En plus, s'il est attaqué, il est costaud», voilà. Et du coup, j'ai dédramatisé l'affaire en diffusionnant. Ça peut marcher pour les enfants aussi? Oh alors oui, ça marche très, très bien pour les cauchemars des Mmh. enfants, c'est vraiment fantastique. Et là, je les guéris en une séance. En fait, quand ils ont un cauchemar, souvent, ils ont vu ça à la télé ou ailleurs, Ou j'ai peur un des monstres? voilà, il a peur des monstres, donc quand je leur fais définir quel est le monstre et par exemple, c'est un vampire ou un zombie et puis je leur fais décrire comment, ils réagissent, souvent en se repliant dans la couette, en organisant leur chambre et cetera. Je leur dis: «Ça marche? Ah non, ça marche pas bien». Bon alors je lui dis: «Mais montre-moi où il t'a mordu ce vampire, le cou, montre-moi ton cou, montre-moi tes pieds, montre-moi ta tête si c'est un zombie». Ah je dis: «Mais c'est bizarre, ton monstre il n'a pas de dents». Il dit: «Ah oui, ah bon?» Et puis là je commence à chanter, c'est le chant est une autre forme de diffusion. «Ah j'ai un monstre sans dents, un monstre sans dents. Il a des petites dents en mousse, c'est ça?» Alors l'enfant commence à rire évidemment. Je lui dis: «Bah écoute maintenant ton monstre on va dire que c'est un chat». Donc quand tu te couches, tu dis dodo time et tu dis: «Allez Dracula, couche-toi au bout du lit et puis on va dormir tous les 2». Et donc il dort avec Dracula et tout se passe bien. C'est une autre visualisation en fait de l'esprit. Oui, on change son film On réécrit le intérieur. film, oui, c'est Mmh. ça, c'est un autre script. Oui, j'ai même je me souviens très bien, une maman, c'était un enfant qui avait 2 monstres et la maman m'a appelé le lendemain, elle m'a dit: «Il a pris 3 BD». Voilà, donc c'était chouette. Et tout ce que vous nous dites là, en fin de compte, c'est démontré scientifiquement? C'est-à-dire que c'est sur des bases scientifiques ou c'est votre expérience simplement? Bah, ce sont des bases scientifiques qui m'ont amené à le faire. La diffusion fait partie des 6 outils de la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est la troisième vague des thérapies comportementales. Donc c'est la thérapie comportementale du 21e siècle et depuis, maintenant 2010, on a des études chaque année. On commence même à avoir des méta-analyses sur la thérapie ACT. Donc oui, ça marche très, très bien. À partir de quand il faut consulter? Quand ça devient vraiment handicapant, c'est ça le critère? Alors idéalement le plus tôt possible. En âge? En âge, oui, dès qu'un adolescent fait une crise de panique, s'il consulte tout de suite, eh bien on peut le guérir en une séance. Dès lors qu'il a compris ce qui lui est arrivé, il se fait plus piéger et emballer par la peur. Et on consulte qui? Ben, un thérapeute, qui est formé au TCC, thérapie ACT, et cetera, oui, c'est sûr. Parce que c'est quand même la difficulté, parce que vous allez spontanément aller voir votre médecin traitant, Mmh. qui va vous dire: «Bon écoutez, c'est pas grave» ou qui va vous donner un petit anxiolytique, et Mmh. cetera. Et c'est toute la difficulté de dire: «Je vais passer vers un psychothérapeute», dont on a peut-être un peu plus peur en se disant: «Beh là, c'est peut-être plus grave». Oui, alors c'est une difficulté. Alors la vie, sur ce plan-là est compliquée, mais il y a quand même, beaucoup de thérapeutes et ça vaut le coup. Je crois il faut surtout pas négliger, ces premières émergences, d'angoisse, car, traiter à ce moment-là, ça peut aller vite. Moi, j'ai quand même découvert, cette rapidité d'intervention parce qu'après mes 5 ans d'analyse, j'ai fini par découvrir les thérapies comportementales et cognitives et j'ai pu reprendre l'avion en 3 séances. Ça m'a quand même marqué qu'on peut aller très, très vite et depuis, c'est devenu une obsession pour moi, aller vite et donner aux gens des outils pour guérir rapidement.
Donc oui, moi, quand je vois un adolescent rentrer dans mon cabinet avec une crise de panique, je dis: «Youpi, au moins lui va être soulagé». La plupart du temps, ces angoisses, ces phobies, elles apparaissent dans l'enfance, dans l'adolescence, mais on peut voir aussi des adultes. Moi, juste avant l'enregistrement de ce podcast, j'avais une collègue qui me disait: «Je suis devenue claustrophobe et je fais des malaises vagos, dès que je suis dans des endroits un peu trop confinés». Ça, Mmh mh. comment on l'explique? Ah oui, il y a mais bon, on l'explique parce que c'est un bug. Mmh. Fondamentalement, j'ai même vu un de mes patients cette année qui a commencé ses crises de panique, son départ à la retraite. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc ça peut arriver à tout moment. À tout moment, je peux me faire à chaque fois, c'est une supposition. Et si j'étouffais dans l'ascenseur, paf, ça y est, c'est parti. Une simple supposition suffit pour déclencher une alerte et se prendre des décharges d'adrénaline. Et dès lors qu'on commence à se prendre des décharges d'adrénaline, le détecteur se dit: «Waouh, il se passe des choses bizarres en dessous», il remet de l'adrénaline. Du coup, les choses s'amplifient, on comprend plus ce qui se passe et voilà, ça se met en place très rapidement. Et donc, il n'y a plus besoin de médicaments, en fin de compte. Il n'y a plus besoin de médicaments. Alors, je dirais, je mettrais quand même une limite à cela, parce que les gens qui ont des TOC, des obsessions, des compulsions, sont souvent envahis par beaucoup trop de pensées, de suppositions. Et nous avons des médicaments, entre guillemets, «anti-TOC», certaines classes d'antidépresseurs, qui diminuent considérablement ces pensées. Et je dirais que ça accélère d'autant plus les thérapies. Donc oui, il y a des cas où c'est vraiment utile quand même de combiner les 2. Parce que là, on a un peu le sentiment qu'on est en train de changer la personnalité. Parce qu'en fin de compte, vous êtes dans votre personnalité, dans votre façon de vivre, qui certes devient insupportable, et vous allez modifier la personnalité? C'est pas la personnalité que l'on modifie. En fait, on se rend compte que la plupart du temps, nous sommes en mode réaction. Il se passe une situation, j'ai un inconfort, je ne le supporte pas, j'évite. Bon, et plus je vais éviter une situation, comme l'ascenseur, plus je vais m'enfermer dans ma maladie. Donc oui, là, ce que je fais, c'est que je propose aux gens de faire un arrêt sur image. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai un inconfort, je l'accepte. Qu'est-ce qui compte pour moi? Pas me faire bloquer, perdre ma liberté et donc appuyer sur le bouton de l'ascenseur, par exemple. Ça, c'est le mode maîtrise. Donc je vais leur apprendre à faire ça. Est-ce que un dernier exemple, celui que vous êtes le plus fier, on va dire, voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui est La venu, prise en charge la plus était, efficace, voilà, ouais. sa vie était vraiment foutue, Mmh. ou du moins insupportable, et en 2-3 séances, vous l'avez complètement sorti d'affaire. Moi, je me souviens de la première fois où je me suis lancé en tant que thérapeute dans la diffusion. Parce qu'il faut quand même oser au début. Heu et surtout quand c'était le début de cette technique. Tu as aussi une femme de 40 ans qui vient me voir, qui me dit: «Bah, écoutez, voilà docteur, je fais du cheval, saut d'obstacle, j'ai un pur sang, mais je suis t et je gagne on gagne des coupes, mais je suis tellement stressé et oppressé que c'est affreux. Donc moi, si vous ne me guérissez pas, j'arrête». Donc je lui dis: «Bah, écoutez, décrivez-moi cette peur, comment elle se présente?» Elle me dit: «Bah, ça arrive par-dessus et puis ça me serre les poumons, j'étouffe, ça me serre les intestins». Je dis: «Ah d'accord, ça ressemble à de la colle, hein, votre peur là?» Elle dit: «Oui, oui. Et si on l'appelait gluante votre peur?» Je dis: «Oui, oui, pourquoi pas?» Donc alors bon, après on s'est amusé avec gluante. Vous avez compris le principe, hein, il faut que le nom devienne naturel et amusant. Donc on dit: «Ah, gluante vous fait ci, gluante vous fait ça». Donc on a terminé la séance comme ça. Et je lui dis: «Ben, la prochaine compétition, 1 heure avant, vous vous mettez de côté et vous appelez gluante. Et vous dites à gluante: "Allez, vas-y gluante, tu mets de la colle partout, dans toutes les bronches, tous les intestins et on va faire la course ensemble toutes les 2. Et puis vous faites votre course, vous verrez bien." Et puis la semaine, enfin après la compétition, elle est venue me voir, elle me dit: «Ouais, ça a marché». Impressionnant, hein? Ouais. Je sais pas ce qu'on va trouver comme petit nom, la prochaine fois, mais on vous appellera docteur. Juste avant d'enregistrer le Ouais. podcast, on va convoquer quelqu'un. Merci beaucoup docteur, Philippe Prel, et puis on rappelle votre livre, l Guérir de vos angoisses en 6 séances, c'est aux éditions Robert Laffont. Et vous, Merci. merci de nous avoir écoutés et d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note et à le partager. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, Prenez soin de vous.